Henri Page qui est là et qui est le réalisateur de ce 26 minutes qu'on vient d'apprécier ensemble. Et on va le remercier doublement parce que, comme je le disais tout à l'heure, il sort juste du four. En fait, pour moi aussi, c'est la première projection sur grand écran. Il a été terminé cette semaine. Quelque chose me dit qu'on pourra bientôt le voir dans Faut pas rêver. Voilà, en fait là c'est la version courte, on va dire, d'un 52 minutes qui lui n'est pas terminé. Et ces 22 minutes vont passer dans Faut pas rêver, dans une émission spéciale Indonésie, en janvier, je crois, comme ça. Luc, photographe, cinéaste, écrivain, spécialiste des mondes souterrains, c'est ta passion, et tu as découvert cette région du monde quand? Parce que c'est pas la première fois que tu t'y rendais, évidemment. Non, je suis allé presque 25 fois à Bornéo. En fait, je suis allé la première fois en 1988, c'était un trekking. On a traversé Bornéo d'ouest en est avec des copains, comme ça, on a pris des bateaux, on a traversé la montagne à pied, on a fabriqué des radeaux de bambou, après on a pris des pirogues, des rafts, enfin voilà. Et au cours de ce voyage, j'avais découvert des dessins en charbon de bois dans une grotte. Et j'y suis retourné 4 ans après avec un archéologue, et de là s'est enchaîné une série d'expéditions, de prospection spéléo-archéologique. Et en 1999, on est arrivé au pied des Montmarans, on est arrivé chez Tewet, qui avait réalisé qu'en fait sa découverte, parce que lui il l'a vu il y a 40 ans à l'époque, ce qu'il avait vu, ça avait un intérêt. Parce qu'on lui avait montré les photos, ce qu'on cherchait, et il a dit « Ah, mais des grottes comme ça avec des mains, j'en connais, j'en ai ». Et donc il nous a guidés l'année suivante vers cette grotte qui s'appelle Guatewet, qui effectivement est restée la plus belle de toutes celles qu'on a découvertes, et qui est, en fait, je pense, pour eux, la possibilité de démarrer une nouvelle vie, économiquement parlant, dans les Montmarang, alors que les nids d'hirondelles sont en train de s'épuiser pour diverses raisons. Voilà. On a vu, c'est souvent la même problématique, c'est-à-dire que les Dayaks, qui sont donc sédentaires, leur mode de vie évolue, leur culture est un petit peu mise à mal. Comment tu vois cette évolution? Et est-ce que c'est vraiment une bonne chose? Est-ce qu'on peut vraiment leur souhaiter l'arrivée de touristes, finalement? Alors, évidemment, c'est compliqué, parce qu'en fait, c'est un Dayak sans être vraiment un Dayak. C'est pour ça que j'ai expliqué que c'était un Dayak Bassa. En fait, lui, il ne se revendique pas comme Dayak, il dit « je suis Orang Kutai », c'est-à-dire un homme autochtone de la région de Kutai, qui était un sultanat, lui-même est musulman. Mais ses parents vivaient dans la montagne, vivaient au pied des montagnes, dans des villages, et en fait, c'était pas vraiment des sédentaires, c'était un peu des nomades. Mais quand les premières fois que je suis allé avec lui, il me disait « je suis Kutai », il avait un parent, c'est-à-dire une machette de Dayak. Et puis on se balade dans la forêt, on les voit vivre, on les voit faire le feu. Et au bout de plusieurs jours, j'ai dit, mais t'es Dayak en fait. Et il dit, non, mais t'es Dayak. Moi j'aime bien les Dayak. Ah, mais oui, je suis Dayak. Bon. En fait, c'est une identité qu'ils ont du mal à revendiquer. Et je pense que le fait de voir arriver des touristes, un écotourisme, hein, c'est pas du tout D'ailleurs, pour arriver là-bas, vous avez vu, l'escalade pour monter à Guatewet, c'est vraiment celle-là. Elle dure 100 mètres. On peut pas emmener tout le monde. Hein, on peut pas emmener n'importe qui. Il faut rester dans la pirogue, il faut marcher dans la forêt, il faut progresser, il faut accepter de dormir sous des campements de fortune. Donc ça restera des petits groupes. Et pour eux, c'est une manière de surveiller ces peintures parce qu'ils vont en retirer économiquement des revenus. Et donc c'est la meilleure façon, je pense, de protéger ces grottes avec ces peintures rupestres. Il y a quelques années, j'étais à la Sulawesi, et donc juste de l'autre côté du front de Makassar. Il y a des grottes ornées qui ont été découvertes dans les années 50. Et j'avais une liste de grottes à visiter, et sur la liste, il en manquait 4. Alors 3 avaient été bouffées par une cimenterie, et une était en train d'être coupée en rondelles par une exploitation une carrière de marbre. Voilà. Donc j'ai pas envie qu'il arrive la même chose à Bornéo, et je pense que le parc est en train d'être créé, la protection de la montagne, tout ça, c'est des signes positifs. Mais il y a des dangers. C'est pas dans le 22, mais ce sera dans le 52. Il y a des mines de charbon qui arrivent aussi, et qui accélèrent, parce que depuis Fukushima, eh bien, depuis l'accident de la centrale nucléaire, les Japonais achètent du charbon pour les centrales thermoélectriques, les Chinois en ont besoin aussi, et donc d'abord, c'est du charbon qu'on ramasse à la surface. On va chercher jusqu'à 50 mètres de profondeur, donc c'est des veines de charbon, donc évidemment il faut commencer par enlever la forêt. Et après, on déplace des montagnes de terre pour ramasser les veines de charbon. Et puis après, soi-disant, ils vont reconstituer la forêt. Tu parles. Ils laissent ça dans un état d'abandon déplorable. Et c'est des hectares et des hectares, des kilomètres carrés comme ça. Après, il y a les palmiers à huile.
Et tout ça, c'est des menaces qui se rapprochent de plus en plus des Montmarans, de ces montagnes avec ces peintures. Donc c'est un peu une course de vitesse. Si on arrive à installer quelque chose là, on peut peut-être les protéger et peut-être même acheter du terrain autour, parce qu'en Indonésie, pour protéger du terrain, il faut l'acheter. C'est la seule solution. Voilà. Je précise que vous pouvez poser vos questions, bien sûr, il n'y a pas de Oui, problème. comme je suis très bavard, n'hésitez surtout pas. Moi, je voudrais revenir un petit peu sur... Ah bah tiens, voilà, très bien. Attendez, je vais finir pour voir. Le micro arrive. C'est la première question qui est la plus difficile à arriver, après les mains se lèvent, c'est normal. Bonjour. Oui, bonjour et merci pour cette vision d'un monde presque oublié, si j'ai bien compris, et que vous avez ramené à la surface. Mais j'aimerais savoir si les archéologues que vous avez amenés là-bas ont reconnu les espèces animales qui sont représentées. Je ne parle pas des empreintes de main, bien sûr, mais les animaux qui sont représentés. Les archéologues, en partie, c'est moi-même aussi. Oui, et alors? Est-ce que ce sont des espèces actuellement vivantes? Alors, c'est une bonne question, parce que pour dater les peintures, il y a trois méthodes. La première, c'est d'avoir une datation directe, on prélève la peinture, on fait une analyse au carbone 14 et on a l'âge. Là, ça ne marche pas, c'est de l'oxyde de fer, c'est enfin, le nom m'échappe, de l'oxyde de fer, de l'ocre, et donc on ne peut pas le dater de façon directe. Donc on l'a daté avec une coulée de calcite qui s'est développée sur une main, et on a pu avoir un âge de 10 000 ans par défaut, donc la peinture qui est dessous est évidemment plus vieille. Tout récemment, je suis en train de faire des datations avec le CEA et le CNRS à Vif-sur-Yvette, et on a trouvé de la calcite dessous de la peinture et la calcite dessus, donc on est une fourchette entre 11 000 et 14 000. Voilà. Et puis, il y a les animaux, et notamment à un endroit, on a un animal qui pourrait ressembler à un tapir, et le tapir a disparu de Bornéo au Pléistocène. Donc on a des animaux comme ça qui sont peut-être disparus de Bornéo et qui sont retrouvés dans les peintures. Un peu comme dans la faune en France, en Europe, dans les grottes, on voit des mammouths. Évidemment, le mammouth n'existe plus en France, et on voit des tigres, enfin bon, des lions plutôt. Je précise que si vous avez des questions à poser et que vous êtes dans la salle 3, c'est possible aussi, puisqu'il y a un micro. Oui, parce que dans la salle 3, on nous regarde sur l'écran. Là, on est sur l'écran en ce moment, tu te rends compte? Ouais. Voilà. Non, mais c'est vrai que, pour en revenir un peu à Théouette, je trouve, ça fait des années que je me balade dans les grottes de Bornéo avec lui. C'est lui qui nous a indiqué les chemins, où il nous trouve les chemins pour vous voyez un peu ces paysages. Il est évident que s'il n'y en a pas quelqu'un qui connaît un sentier ou un passage, on peut tourner en rond pendant des jours et des jours avant d'arriver à la moindre grotte. Et donc ces gens-là, qui étaient les ramasseurs de hirondelles, ont été nos alliés objectifs. C'est eux qui nous servaient de guides. Et je les ai vus vivre, je les ai vus explorer, prospecter. Et je me suis dit, ça c'est des vrais aventuriers. Mais ils ne le savent pas. C'est des vrais spéléologues, mais ils ne le savent pas. C'est des vrais explorateurs, mais ils ne le savent pas. Ils le font ça pour vivre. Et donc je me suis dit, c'est une idée que j'avais dans la tête depuis longtemps, j'aimerais bien faire un portrait sur cet homme-là qui a une vie tout à fait ordinaire pour lui, hein, et qui est extraordinaire en fait. Et qui en même temps est un témoin parce qu'il a vécu justement l'évolution de la forêt. Et le 52 minutes va être beaucoup plus sur l'environnement, sur les problèmes environnementaux, et montrer comment la forêt a disparu. Moi, depuis le premier voyage en 88 jusqu'à aujourd'hui, la moitié de la forêt qui existait en 1988 a disparu, c'est-à-dire 200 000 km². Hein, c'est incroyable. Donc c'est vraiment un désastre, et lui-même il le voit bien, il m'a dit la rivière, il n'y a plus qu'1% de poissons, tel endroit, enfin, les animaux, il n'y en a plus, enfin bon. C'est quelque chose qu'ils ressentent eux-mêmes profondément. Moi, je vais te poser juste une petite question sur quelque chose qui sans doute paraîtra évident, mais moi c'est sur l'exploitation, j'aime bien ce mot, des nids d'hirondelles. Ils continuent, c'est autorisé, Alors, oui, c'est autorisé. On ne pourrait pas l'interrompre un petit moment, cette exploitation, pour permettre aux hirondelles tout simplement de... Eh bien, si l'Indonésie était un pays qui était géré et pas pillé par le gouvernement, les gouverneurs et les gouvernements locaux, etc., évidemment que ce serait interdit. Évidemment que s'il y avait une convention internationale pour protéger les hirondelles, il y aurait quelque chose qui dirait que pendant 10 ans, comme on a fait pour les baleines pendant 50 ans, ça permet, on voit les premiers résultats, on l'a vu ce matin dans le film. Bon, bien sûr que ce serait la même chose. Au nord, dans la partie malaisienne de Bornéo, il y a une grande grotte qui s'appelle la grande grotte de Nia, qui a été gérée depuis les années 45 par un Anglais qui a compris comment ça marchait et qui a dit, ben, les hirondelles, il faut les ramasser. Il faut ramasser les nids que 4 fois par an. Il faut laisser les petits s'envoler. Et puis il faut le gérer collectivement. Comme ça profite à tout le village. Et pas à un mania local ou au chinois qui va acheter, etc.
L'Indonésie, c'est différent, et malheureusement, on est arrivé au bout du système. Les hirondelles, elles vivent 15 ans, 20 ans. Celles qui ont survécu à l'incendie de 98, eh ben, elles arrivent à la fin. Elles ne peuvent plus procréer et elles disparaissent. Donc et on les retrouve, alors c'est le paradoxe, et qui est peut-être pour moi le plus éclairant de l'avenir de Bornéo et de l'Indonésie en général, qui est une île, un pays magnifique par ailleurs pour la nature, c'est qu'aujourd'hui les hirondelles sont en ville. Elles vivent dans des blocos. Ils ont reconstitué des grottes dans des blocos de ciment, dans des maisons fermées, closes, où ils amènent des nids d'hirondelles d'une autre espèce. Les hirondelles viennent nicher naturellement. Ils vont prendre des œufs, des bonnes hirondelles, la bonne variété, les mettre dans les nids, et les hirondelles qui sont en place vont s'en occuper comme si c'était leurs petits, et parce qu'ils sont nés là, ils vont revenir. Et comme ça, petit à petit, ils colonisent ces maisons à hirondelles, et l'économie repart sur les hirondelles, le nid d'hirondelles, avec des... Voilà. Donc l'avenir de la nature en Indonésie, c'est dans les blocos, c'est dans les villes. C'est une pseudo-nature. Voilà. Et on est bien d'accord, quand on parle des nids d'hirondelles, on parle pas de gastronomie. J'imagine qu'on parle encore d'une histoire d'aphrodisiaque. Ah si, oui, non, le problème, c'est que pour les Chinois, ce genre de choses, c'est paré de toutes les vertus. La rareté peut-être en fait pour beaucoup, mais même en Indonésie, moi des Chinoises indonésiennes m'ont expliqué que si elles mangeaient beaucoup d'hirondelles quand elles étaient enceintes, leur bébé avait la peau blanche. Alors outre que je leur dis, mais ça sert à quoi d'avoir la peau blanche? C'était la première question. La seconde, il dit, mais ça sert à rien, c'est évident que ça marche. Mais si, ça marche, je te dis, garantie, tout le monde le fait. Ça vaut 5000 € le kilo, donc tout le monde ne peut pas s'acheter 1 kilo de hirondelles. Hein. Voilà. Non, c'est des croyances, malheureusement, c'est comme pour les rhinocéros et sa corne, et qui sont arrivés à l'extinction de l'espèce en Indonésie. Et est-ce que vous en avez mangé quelques-uns? Alors il y a très longtemps, oui, j'en ai mangé dans un restaurant très chic de Singapour, pour des Chinois, un restaurant pour Chinois, pour riches fortunés, il y avait des Mercedes dehors, enfin c'était vraiment le truc très très select. La soupe à l'époque, le bol de soupe valait 80 francs. Donc il y avait des nids d'hirondelles dedans, et puis c'était très bon parce qu'il y avait plein de bonnes choses. Il y avait des asperges, une petite sauce, etc. Le nid d'hirondelle en lui-même n'a aucun goût. C'est-à-dire qu'on ne mange pas quelque chose qui a du goût, on mange une texture. En fait, c'est une espèce de... C'est comme si c'était des varicelles, tu sais, les petits varicelles chinois là, de riz, sauf que ça a l'air rigide, ça a l'air dur, et dès que c'est dans le palais, ça fond. Voilà. Alors paraît-il, il y aurait peut-être des protéines qui permettraient d'expliquer que ce serait bon sur un plan médical. Il n'y a aucune étude sérieuse là-dessus. Tu t'es senti reboosté après? Non, même pas.